Bonjour et bienvenue aux séances sur le développement de carrière dirigé par l'employé. Je suis Joshua Frame, le président national du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et voici le quatrième séance en français du camp de carrière 2023. Aujourd'hui, je vais juste passer par quelques mots d'introduction. Alors, ça, c'est la première journée du camp de carrière. C'est une conférence de 4 jours. Et veuillez noter que cette session est offerte en anglais et en français simultanément. Afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner à l'ordre du jour et cliquer sur le lien pour le titre anglais Employee Driven Career Development. Je vais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Les peuples algonquins ont vécu sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage également à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez. Le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada. Son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses, qui est nommé Q&A à cause que Zoom est une plateforme anglais, mais vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Et comme toutes les séances du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance sera enregistrée afin que vous puissiez revenir en arrière pour vérifier les enregistrements et les idées à une date ultérieure. Les liens pour l'enregistrement seront sur la page du camp de carrière de GC Wiki. Alors, je vais passer la parole à Tanner, qui est notre modérateur pour la séance d'aujourd'hui, et merci beaucoup tout le monde pour nous joindre. Allô tout le monde, est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. Alors bonjour, je me nomme Tanner. Je serai le modérateur pour cette session. Et puis, je travaille au gouvernement depuis mai 2021 comme analyste de données à l'Agence d'inspection des aliments du Canada, ACIA ou CFIA en anglais. Pas trop longtemps passé, je me suis trouvé dans une situation similaire à plusieurs d'entre vous. J'étais un étudiant, je faisais un terme coop avec l'Université d'Ottawa. J'ai débuté ma carrière en mai. C'était un terme de 4 mois. Et puis après que le terme s'est complété, j'ai été offert une position pour 18 mois, un terme à temps plein. Et puis maintenant que mon terme de 18 mois s'approche à la fin, je me suis j'ai reçu une offre d'une position indéterminée, comme on dit, donc sans fin. Et puis ça va commencer en mai, je suis très excité, mais comme je disais, je me suis trouvé dans une situation similaire à plusieurs d'entre vous. Et puis en ce moment, je suis comme en plein milieu de développer ma carrière. Donc, je cherche des opportunités au travail, à l'extérieur du travail, faire du networking, plein d'autres choses. Avant de commencer la session, nous avons des questions de sondage. Il y en a 3 et les questions devraient apparaître à votre écran. Parfait. Donc, la première question. Dans quelle mesure votre gestionnaire vous encourage-t-il à évoluer dans votre carrière? Il y a 5 choix. La deuxième question, c'est c'est le travail de mon gestionnaire de me développer pour de futurs rôles. Donc, c'est le travail de mon gestionnaire de me développer pour plusieurs rôles, vrai ou faux. Et puis la troisième question, mutation, échange, affectation intérimaire, détachement non annoncé, etc. Je sais ce que chacun de ces termes signifie. Donc, oui ou non. Il faut descendre dans la boîte pour répondre à cette question-là, mais parfait, c'est ça. Puis on va donner juste quelques minutes pour recevoir les réponses. Ah, parfait. Donc, je vais rapidement passer à travers les réponses. Pour la première question, dans quelle mesure votre gestionnaire vous encourage-t-il à évoluer dans votre carrière? La réponse la plus choisie était il m'encourage souvent. Je pense que c'était la première réponse, donc c'est parfait.
avec 45 Et puis la deuxième plus haute réponse était il m'encourage parfois 28 donc au-dessus de trois quarts, ou ouais, au-dessus de trois quarts, euh, ou presque trois quarts, je devrais dire, reçoivent au moins un peu d'encouragement de leur gestionnaire, c'est parfait. La deuxième question, c'est le travail de mon gestionnaire de me développer pour de futurs rôles. On voit que la question, oh, tiens. La réponse la plus sélectionnée était faux avec 65 C'est ça, ce n'est pas juste le travail de votre gestionnaire, c'est aussi un peu votre travail. Et puis, c'est un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est le développement de la carrière mené par l'employé, donc mené par vous autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer votre carrière? Et puis la troisième question, mutation, échange, adaptation, etc. Je vais peut-être les nommer. Je sais ce que chacun de ces termes signifie. Et puis, je vois que la réponse la plus sélectionnée, je connais quelques-uns de ces termes, c'est parfait. On va vous informer un peu plus sur vos options de développement de carrière, incluant tout ce qui est à l'écran. Donc, maintenant, j'aimerais que les panélistes se présentent. On va commencer, on va faire ça en ordre alphabétique avec Catherine. Donc, Catherine, je vous cède la parole. Oui, ben salut tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Je vais juste attendre un thumbs up de Tanner, voir si on m'entend bien. Super, OK. Ben moi, je me présente, je suis la directrice de la communauté des politiques du gouvernement du Canada. En fond, c'est une initiative de la greffière Janice Charret. Puis, en fait, nous, on connecte, si on veut, un peu comme votre communauté, vous le faites vous-même avec ce que vous êtes en train de faire, mais au niveau des politiques publiques. Moi, j'ai fait ma carrière, ça fait 16 ans que je suis dans la fonction publique. J'ai commencé dans les bureaux de planification stratégique à Santé Canada. J'ai fait beaucoup derrière les bureaux, comme on dit. Puis ensuite, je me suis dirigée vers le travail de relations fédérales, provinciales, relations internationales. J'ai géré des groupes de travail FPT, comme on dit, fédéral, provincial, territorial. J'ai aussi géré des groupes de travail interministériels. Puis, je te dirais que le clou, si on veut, ce que j'ai aimé le plus récemment, ça a été aussi, j'ai géré une équipe de consultants internes. On a fait un développement d'une équipe de concepteurs internes. En anglais, c'est des designers qu'on dit, dans un lab d'innovation en emploi et développement social, où j'ai travaillé pendant 4 ans à gérer ces équipes de chercheurs-là qui travaillaient sur le terrain avec des populations vulnérables pour changer notre façon de faire, changer notre façon de penser concernant la prestation de services puis la définition des différents programmes. Donc là, je suis à la tête de la communauté des politiques, puis je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon point de vue personnel comme exécutive, comme directrice. Je ne suis pas une spécialiste en ressources humaines, mais ce que je trouve qui est très pertinent avec la conversation aujourd'hui, c'est que moi, j'ai cheminé dans ma carrière en créant presque tous mes postes. C'était des postes qui n'existaient pas. Donc, j'ai hâte de partager certaines perspectives, puis j'espère que ça vous être utile. À toi, Tanner. Merci beaucoup, Catherine. On va passer maintenant à Leanne. Leanne, je vous cède la parole. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Tanner. Parfait. Bon, ben mon nom, c'est Leanne Wallace. Je suis au Nouveau-Brunswick. Vous détecterez peut-être de mon accent. Par exemple, je travaille au IRCC, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Ça fait à peu près 6 ans que je suis dans un rôle de leadership. C'est un peu, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça me donne beaucoup de comment est-ce qu'on dirait ça, de fulfillment. J'adore vraiment travailler dans un rôle de leadership, mais la majorité de mon temps, je l'ai passé à travailler dans le domaine d'apprentissage. Donc, ça fait à peu près 10 ans que je travaille en apprentissage. Donc, pas mal mes rôles de leadership étaient dans le monde d'apprentissage. J'ai fait un groupe ma carrière avec SPAC à Shediac et j'en ai appris beaucoup. Je vais prendre l'optique de vous aider à gérer votre carrière. J'ai vraiment hâte de participer avec vous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.
Merci, Léane. Et finalement, nous passons à Kevin. Kevin, je vous cède la parole. Oui, bonjour. Merci pour la présentation, Tanner. Je suis vraiment excité d'être ici aujourd'hui. Pour faire juste une petite histoire courte là, de ma carrière, moi, j'ai commencé en 2016 avec le recensement Statistique Canada. J'ai trouvé l'expérience vraiment intéressante dans le centre d'appel avec une équipe. Ensuite, j'ai continué mon cheminement en analyse de données avec le recensement encore. J'ai complètement changé de domaine pour m'aligner en ressources humaines par la suite à l'Agence des services frontaliers, CBSC en anglais, où j'ai rencontré un de mes clients qui m'a par la suite approché pour le recrutement étudiant à Infrastructure Canada. Tout ça pour vous dire que c'est très important de faire des contacts, de réseauter, parce que vous ne savez jamais à quel moment vous allez rencontrer un client, un collègue qui va vous offrir un emploi ou penser que vous êtes un bon employé pour le poste qu'il recherche à combler. Comme vous pouvez voir, moi, je suis très focus en ressources humaines. Si vous avez des questions en ressources humaines, je suis votre personne qui peut vous aider. Donc, c'est un peu ça, mon introduction. Je te repasse la parole, Tanner. Merci beaucoup. Donc, pour continuer la session, nous avons maintenant des questions genre style d'entrevue. Euh, il y en a, laisse-moi juste les compter, il y en a 5 ou 4, excusez-moi, il y en a 4. On va passer aux questions rapidement. Donc, la première question. Pourquoi mon gestionnaire ne me parle-t-il pas des occasions d'apprentissage qui pourraient m'aider à progresser? Je vais répéter la question rapidement. Pourquoi mon gestionnaire ne me parle-t-il pas des occasions d'apprentissage qui pourraient m'aider à progresser ma carrière? Euh, je pense que Catherine serait vraiment bien, ton expertise serait parfaite pour répondre à cette question. Ah, ouais, c'est une question un peu étrange, mais en même temps, je la comprends. Je vais parler de mon expérience personnelle. Je vais dire, on peut diviser cette question-là en plusieurs niveaux. Premièrement, il y a peut-être certains gestionnaires qui vont se reconnaître dans ce que je dis, mais il y a toujours derrière une petite peur de la part d'un gestionnaire de promouvoir ou d'offrir des pistes pertinentes pour le développement de carrière, pour, entre guillemets, potentiellement perdre un bon employé au sein de son équipe de travail. Fait que c'est comme le non-dit que j'articule officiellement aujourd'hui. Une autre partie qui répond un peu à cette question-là, c'est franchement, très souvent, c'est l'orientation, le focus des gestionnaires, majoritairement focus sur répondre aux opérations, à s'assurer que les échéanciers des opérations sont livrées, que les jalons, les livrables répondent aux attentes. Puis il y a beaucoup de pression qui vient de la haute gestion pour être capable de répondre rapidement. C'est souvent des échéanciers extrêmement ambitieux, ce qui fait que beaucoup de gestionnaires aimeraient mettre énormément plus de temps à travailler au développement de carrière puis à supporter leurs employés dans ces choix-là, mais très souvent, faute de temps, se ramasse dans une situation où c'est probablement une des choses qui est plus mise à l'écart, malheureusement, et qui revient en surface durant les conversations de rendement, durant ces genres de conversations-là. Fait que c'est en gros ce que je l'ai expliqué. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs, mais je vais commencer par ça pour laisser la place aux autres. Merci beaucoup, Catherine. Kevin et Léane, avez-vous un peu discuté sur le sujet? Sinon, c'est bon, on peut toujours passer à la prochaine question. Je trouve que Catherine a vraiment fait un beau travail à répondre à la question. J'ai vraiment rien à ajouter. De mon expérience, je partage pas mal la même expérience que Catherine. Parfait, merci. Donc, on passera maintenant à la deuxième question d'entrevue. La question est, quelles sont les actions de dotation qui existent pour moi ou pour quelqu'un, un nouveau fonctionnaire? Catherine, Ben, Léane, Kevin?
Regarde, je vais commencer, Catherine? mais je suis convaincue que Léane puis Kevin en ont beaucoup. OK, moi, je vais dire une couple de choses concernant les carrières. OK, j'ai comme dans ma tête, il y a 3 facteurs quand je pense à la carrière. Je pense, dans le fond, à les résultats. Quand moi, je pense à embaucher, c'est résultats, visibilité, puis dans le fond, c'est le comment, le comportement. C'est souvent les 3 facteurs. Puis par rapport à ma réponse, quand je parle de ça, c'est que souvent, on a tendance à associer, si je veux évoluer dans ma carrière, ben, il y a des cheminements qui sont très classiques, très traditionnels, donc la compétition, appliquer à des postes, postuler, je devrais dire, postuler à des postes. Donc, ça, c'est le classique qu'on entend, puis on va pouvoir décortiquer ça un petit peu ensemble aujourd'hui. Mais il y a aussi les sous-estimés. Moi, j'appelle ça dans le fond, des voies de développement qui sont sous-estimées. Puis c'est un peu là-dessus que moi, je voudrais mettre un peu d'emphase. Puis je vais donner des exemples concrets. Je vais en donner 2, puis je vais laisser la place après à Léane, là, si elle a quelque chose à ajouter. Mais moi, concernant des pistes de développement qui sont concrètes, qui peuvent vraiment avancer une carrière, j'en ai 2. Premièrement, la reconnaissance des employés. OK? À chaque année, il y a des lancements, puis on est en pleine période de ça, justement. Là, il y a plusieurs ministères qui font des lancements de carrière, des lancements, je veux dire, des annonces où on fait des concours de reconnaissance de ce qui a été complété durant l'année fiscale, dans l'année qui vient d'être accomplie. Mais ça, c'est une opportunité que souvent les gens ne prennent pas conscience que c'est une opportunité surtout pour des personnes qui commencent dans la fonction publique, d'avoir l'opportunité d'être un membre de ces comités de sélection-là où tu peux lever ta main et demander au comité de sélection, est-ce que je pourrais participer à ça? Ce que ça t'offre, puis moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, puis c'est là que mon réseautage a été incroyable. Travailler dans un comité de sélection comme ça donne un aperçu de toute l'organisation parce que tu comprends les types tu revois, si on veut, les applications qui ont été données, tu es capable de lire ce qui se passe. Ça fait que ça te donne un aperçu global de l'organisation. Donc, si tu veux évoluer dans cette organisation-là, tu sais ce qui se passe. Deuxièmement, tu sais comment la reconnaissance, comment les gens pensent à ce qui a du mérite dans l'organisation. Donc, ça te permet d'être dans un comité où tu peux entendre qu'est-ce qui est une question de résultat ou de rendement, qu'est-ce qui est validé, moins bon, plus bon, etc., etc. Donc, c'est extrêmement formateur. Fait que moi, je conseille à certains d'entre vous de lever la main et de demander si ça vous tente, si vous pouviez faire partie peut-être de la première ronde de sélection ou une deuxième ronde, peu importe, ou d'être observateur si vous voulez participer. L'autre, c'est peut-être que dans votre ministère, l'autre option, à part les campagnes de charité là, qu'on entend souvent, une autre option, c'est dans chacun des ministères, il y a aussi différents programmes qui sont dédiés à des fois servir la population ou à servir des entreprises. Puis il y a souvent des concours pour quand je dis des concours, il y a souvent des façons où ces entreprises-là doivent soumettre, dans le fond, j'ai juste le terme en anglais, un proposal. Mais très souvent, il y a une équipe qui est derrière ça, puis qui ont des grilles d'évaluation qui permettent d'évaluer ces proposals-là. Fait que c'est une façon pour vous sachant qu'il y a peut-être des programmes qui sont comme ça, de lever votre main pour devenir, comme on appelle ça, une micro-mission, de venir supporter, dans le fond, un appel de proposition qui a été lancé par un programme, puis de pouvoir participer à l'évaluation, qu'on appelle ça une évaluation blind, une évaluation aveugle, pour pouvoir connaître un peu puis comprendre, en même temps d'avoir de l'expérience. Vous pouvez être jumelé avec quelqu'un, même proposer d'être jumelé avec quelqu'un. Fait que je vais commencer avec ces 2 idées-là, mais j'en ai plein d'autres, puis je te laisse la parole, Tanner. Merci. Léane, je vois que vous êtes... Ah ben parfait, vas-y. Oui. Non, c'est bon. Ouais. Catherine, j'aime beaucoup l'idée, puis c'était un de mes points que je voulais discuter, c'est de lever la main lorsqu'on a l'opportunité, l'occasion de participer sur un processus de sélection. Je réalise que c'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours ton gestionnaire qui va te laisser t'absenter pour une longue période de temps parce qu'on sait tous que des processus de sélection, ça prend du temps. Puis, c'est travailler vraiment avec les experts en dotation, puis travailler avec les ressources humaines, tels que Kevin. C'est vraiment ça, je pense que pour moi, qui m'a aidé dans ma carrière à vraiment savoir comment répondre à des questions de processus de sélection, comment connaître les compétences, comment étudier pour tes compétences. Je trouve que ça, c'est vraiment la clé. Puis là,
participer à une entrevue puis voir comment le candidat répond, puis comme réaliser que comme toi, tu es la personne qui l'évalue, donc comme tu penses comme c'est gênant pour la personne, le candidat. On a tous été des candidats dans des processus de sélection, puis c'est jamais facile. Mais je pense qu'une fois que tu te mets les souliers dans la personne qui entrevue, c'est beaucoup moins gênant lorsque tu seras un candidat prochainement. Tu sais, là. Je trouve aussi que ça donne beaucoup plus de excusez le terme anglais, behind the scenes action, que tu peux vraiment voir comment est-ce qu'un processus de sélection fonctionne. Puis après, une fois que le processus est fait, c'est le gestionnaire qui va sélectionner du pool, du bassin. Mais c'est quand même intéressant de voir sur quoi le gestionnaire va se baser dessus lorsqu'il va voir ce bassin-là. Je pense que aussi, par rapport au futur des processus de sélection ou de la dotation, je pense qu'on a eu beaucoup d'avancements dans les dernières années parce que je pense qu'on est un peu forcé à être plus proactif et plus innovatif dans nos processus parce que je pense que la fonction publique, on grossit et nos besoins changent. Donc, je pense que tout ça, c'est la recette parfaite pour être plus moderne dans nos processus de sélection, pas moderne au niveau, pas juste moderne au niveau de la technologie, puis de Zoom, puis des choses comme ça, vraiment être moderne par rapport plus comme aux besoins de la fonction publique, puis des ministères différents. Donc, vraiment, c'est ça qui était mon avis. Oui, je suis d'accord. J'étais privilégié d'assister mon gestionnaire. On cherchait pour un étudiant coop et puis j'ai assisté à des entrevues avec mon gestionnaire. J'ai même créé des questions d'entrevue. Puis ce processus-là m'a aidé à trouver d'autres Oui, emplois ou à faire d'entrevues. Quand tu vois des questions qui sont mal formulées, comment est-ce que tu pourrais même répondre à ces questions-là? Même juste savoir un peu ce que le gestionnaire va te poser avant d'entrer dans l'entrevue, ça t'aide énormément. Kevin, oui. as-tu des commentaires au sujet? Ben, en fait, tu as vraiment pris la tangente que je voulais prendre. C'est correct, je voulais parler du recrutement étudiant parce que c'est vraiment ça que je déjeune à chaque jour. C'est vraiment le recrutement étudiant, c'est qu'est-ce qui m'intéresse parce que je trouve que c'est tellement un bel investissement aller chercher des étudiants. On peut les former comme on désire, les mouler. Puis par la suite, une fois qu'ils graduent, on peut les bridger. Puis le bridging, c'est considéré une nomination non annoncée, mais la justification ici, c'est que c'est la graduation, en fait, tout dépendant du poste. Là, si le diplôme est relié au poste, c'est simplement ça la justification. Donc, c'est un processus assez simple, tout dépendant des ministères. Là. Il y a des ministères qui sont un peu plus flexibles que d'autres, mais de manière générale, c'est un peu l'approche que le gouvernement veut que tout le monde, tous les ministères s'enlignent. Puis tout à l'heure, je vous ai parlé un peu du réseau, de votre réseau de contacts. Parce que là, ici, on parle, c'est quoi les mesures de dotation qui existent pour nous. Donc, le réseau de contacts, c'est très, très, très important, que ce soit un collègue, un étudiant, un gestionnaire. Vous ne savez jamais à quel moment vous allez retrouver cette personne. Donc, gardez contact, gardez des courriels, informez-vous, sont rendus où, intéressez-vous à leur poste, c'est des choses qui vous intéressent. Puis écrivez-leur parce que vous ne savez jamais quand ils vont avoir besoin d'un nouvel employé dans votre équipe. Donc, que ce soit au niveau mutation. Donc, mutation qui signifie à niveau. Donc, si vous êtes, disons, EC2, vous allez être à niveau EC2 dans un autre ministère.
ou que ce soit pour une promotion aussi, ça peut être dans ce cas-là. Donc, c'est ça, je vais m'en tenir au réseau de contacts parce que je trouve que c'est très important. Puis quand on débute notre carrière, là, c'est très important d'agrandir le réseau et de garder de vraiment agrandir notre réseau. Je vais m'en tenir là. Oui. Catherine, vous avez la main levée. Rapidement, juste avant qu'on puisse passer à la prochaine question, Oui, si vous pouvez garder votre commentaire assez court. très court. Oui, je veux juste vous dire, point de vue réseautage, là, ayez pas peur de vendre votre réseau à différents exécutifs avec qui vous parlez pour des postes parce qu'on est toujours comme gestionnaire dans l'envie de vouloir agrandir notre réseau, nos réseaux, nos contacts. Donc, ça, c'est vraiment une carte dans votre jeu, si vous avez ça, puis vous l'alimentez, de garder ça en tête. Merci. OK, parfait. Donc, nous allons passer à la troisième question. Mon gestionnaire doit-il approuver un détachement? Je pense, Kevin. Oui, non, c'est ça. Oui, Ouais. exact. Là, je vais me lancer dans celle-ci. Puis simplement, je vais commencer par définir ce qu'est un détachement, juste par principe, là, pour que tout le monde comprenne. Là. Donc, le détachement signifie vous allez aller à niveau dans un autre ministère. Puis le but d'un détachement, c'est d'aller acquérir des expériences spécifiques ou d'apprendre de l'autre ministère, puisque votre ministère qui vous a embauché en premier lieu, c'est eux qui vont payer pour votre détachement. Donc, c'est vraiment votre home department, si je peux dire ça comme ça, qui continue à payer votre salaire. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller acquérir une différente expérience et par la suite, 1 an plus tard, par exemple, ou 6 mois, vous revenez à votre poste. Est-ce que votre gestionnaire doit approuver votre détachement? Ça dépend. Encore une fois, il y a certains gestionnaires qui vont accepter, il y en a d'autres que non. Puis une des raisons, ça peut être question de besoins opérationnels. Si votre poste il est vraiment essentiel, s'il manque de ressources, votre gestionnaire, c'est très probable qu'il ne puisse pas vous laisser partir. Et une autre des raisons, ça peut être aussi question de budget. S'il n'y a plus de budget, c'est malheureux, mais vous ne pourriez pas aller faire un détachement dans un autre ministère. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, s'il y a une expertise qui peut être acquérie dans un autre ministère, c'est très possible que votre département vous laisse partir acquérir cette expérience. Donc, je vais m'en tenir à ça pour ma réponse. Je ne sais pas si mes collègues Catherine ou Liane voulaient ajouter autre chose à cela. Mais... Non? Non, c'est beau. OK. Ben, merci beaucoup pour votre réponse. Catherine, vas-y. Oui, ben, je veux juste rapidement dire, OK, fait que le détachement, c'est compliqué pour moi, je parle toujours de la perspective des gestionnaires, fait que j'espère que ça l'aide aux gens de comprendre aussi. Fait que là-dedans, il y a beaucoup de balles à jongler pour un gestionnaire, parce que si c'est un détachement, comme Kevin l'expliquait, ben, habituellement, c'est une ressource qui quitte. Puis, si la ressource quitte, ça veut dire qu'il y a, dans le fond, il y a une baisse du niveau d'effectif, du nombre de personnes dans l'équipe pour être capable de livrer les jalons qui sont nécessaires. Donc, ça, souvent, dans une période plus lente, quand vous anticipez, comme par exemple, être à l'affût, un changement de gouvernement, un changement de programme, pourquoi il y a des changements très souvent? C'est une opportunité où est-ce que vous pouvez présenter, moi j'appelle ça de développer sa propre page, un business case. Moi, j'aimerais partir pour un détachement de, je ne sais pas moi, de 4 mois à 6 mois. Donc, une micro-mission, quelque chose avec un échéancier précis. Il n'y a pas grand gestionnaire qui aime ça, je pars, puis je reviens quand ça me tente. Mais quand vous avez comme un échéancier plus précis, puis vous avez comme une pensée stratégique derrière le pourquoi partir vers ça, puis vous présentez ça à un gestionnaire, les chances... Et que vous avez compris aussi les besoins opérationnels, comme Kevin l'a mentionné, comme c'est une période où les choses sont peut-être plus lentes. C'est peut-être une très bonne méthode pour vous d'aller chercher des compétences. Il y a d'autres méthodes qu'on va jaser aussi, là, comme les mutations, tout ça, mais le détachement comme tel, ça prend le support d'un gestionnaire. Ouais. Merci beaucoup pour vos réponses.
Maintenant, pour la quatrième question, mon gestionnaire doit-il m'accorder du temps pour mes formations? Donc, je vais répéter, mon gestionnaire doit-il m'accorder du temps pour ma formation ou mes formations? Je vais commencer par une petite réponse, puis je pense que je vais laisser Liane par la suite compléter parce que c'est notre experte en apprentissage. Mhm. Mais en gros, ça va vraiment dépendre du rôle. Encore une fois, pour des besoins opérationnels, ça peut être si le travail est excessif, c'est possible que le gestionnaire ne vous laisse pas du temps pour la formation, mais ça reste à vous aussi comme employé ou nouvel employé de faire la recherche d'une formation intéressante qui peut vous faire grandir comme employé. Et aussi, la formation informelle que moi j'appelle, c'est de faire du shadow, désolé du terme anglais, là, du shadow avec des collègues plus seniors, d'en apprendre davantage sur leur emploi et ainsi, vous allez vous développer comme employé aussi. Donc, je vais m'en tenir à ça pour la formation. Et Eliane, si tu veux compléter. Oui. Puis, par formation, il y a la formelle et la informelle, puis il y a aussi la formation obligatoire ou la formation qui est mandatory pour ton poste ou ton ministère. Il y a une grande liste de formations qui est obligatoire pour les nouveaux employés à la fonction publique. Juste ici à IRCC, on a probablement, je dirais, une douzaine pour des nouveaux employés, même peut-être plus. Donc, oui, ton gestionnaire, il doit allouer du temps pour compléter ta formation obligatoire, mais c'est vraiment important d'avoir une conversation par rapport à ta formation, tes plans de formation, faire ton plan d'apprentissage avec ton gestionnaire, soulever tes aspirations, soulever ton plan d'éducation, on va dire, pendant tes discussions de gestion de performance aussi. Il y a beaucoup d'occasions où ce que ton gestionnaire pourrait t'aider avec ta formation. Il y a aussi un gestionnaire doit aussi, comment est-ce que je dirais ça? Lorsqu'un gestionnaire applique pour un poste de gestion, une des compétences habituellement ou souvent qu'il doit rencontrer est developing others, donc développer les autres. Donc, il y a aussi beaucoup de compétences que le gestionnaire doit rencontrer et il doit, qui inclut développer ses employés. Donc, lorsque un gestionnaire est au courant de tes plans d'éducation et de formation, il devrait être supportif et te donner le temps que tu as besoin pour faire ta formation avec raison et toujours considérant les restrictions budgétaires, les opérations aussi. On doit toujours respecter les opérations. Catherine? Parfait. Catherine, comme gestionnaire, avez-vous d'autres commentaires à ajouter? Non, tout ce que je dirais, c'est que c'est beaucoup du cas par cas. C'est plate d'entendre cette réponse-là dans un forum comme ça, mais si vous avez une relation avec votre gestionnaire, de pouvoir peut-être mettre lancer, si on veut, des commentaires de temps en autre ou j'appelle ça plein de seed, juste pouvoir le mentionner que c'est des intérêts que vous avez pour ne pas arriver comme radicalement avec mais ça, voici mes intérêts. Puis, si vous avez le temps d'avoir ce rapport-là de conversation pour pouvoir mentionner vos objectifs ou vos intérêts, ça l'aide toujours. Donc, c'est peut-être juste ça que j'ajouterais. Parfait, merci. Nous allons maintenant nous rediriger vers les questions du public dans la fonction Q&A ou questions et réponses. Souvenez-vous que vous pouvez voter pour les questions qui sont posées dans la fonction Q&A avec un pouce en l'air ou thumbs up.
Et nous avons aussi quelques autres questions pour les panélistes. Donc, pendant que vous votez pour les questions Q&A, je vais rapidement poser une question ici. Donc, quelle formation devrais-je suivre pour avoir une promotion plus rapidement? Donc, je vais répéter la question. Quelle formation devrais-je suivre si je veux une promotion plus rapidement? Liane, Est-ce que avez-vous tu un sais que commentaire? j'ai un commentaire? C'est difficile à répondre dans 2 minutes. Je pourrais vous parler de ça jusqu'à vendredi matin, mais je ne vais pas le faire. Donc, promotion plus rapidement basée sur une formation. Je ne pense pas qu'il y a une formation qui va vous aider, une seule formation qui va vous aider à avoir une promotion plus rapidement. Mais c'est vraiment par rapport à connaître les compétences, comme j'ai dit, qui sont requises pour faire ton travail, les compétences, les habiletés, puis connaître les compétences aussi qui sont requises pour atteindre le niveau que tu veux atteindre. Donc, disons que tu es AS2, tu veux devenir AS3, AS4. C'est être vraiment bon dans ton AS2 et vraiment apprendre ce rôle-là, le master it, excusez le terme en anglais, mais master ton Maîtriser rôle sa suite. position. Maîtriser, merci. C'est ça. Non, de rien. Puis vraiment apprendre et rechercher et commencer à regarder à comment que le niveau plus haut, le niveau AS3 ou le niveau AS4, c'est quoi que tu as besoin pour te rendre là. Est-ce que j'ai besoin d'un peu plus de training sur ma communication orale, sur ma communication écrite, pour me rendre à ce niveau-là? Ma recommandation serait de regarder où tu veux t'en aller, les compétences que tu as besoin, les habiletés que tu as besoin, puis vraiment baser ton plan d'apprentissage en ligne avec ça. Puis Parfait, discuter avec merci. un gestionnaire. Discuter Oui, avec un certainement. gestionnaire, toujours. Kevin, vous avez quelque chose à dire? Oui, c'est ça. Ben là, je voulais juste, je mets encore mon chapeau là, de conseiller en ressources humaines. Quand on parle d'aller chercher un niveau plus élevé, AS3, AS4, dans l'exemple spécifique de ma collègue Liane, vous allez voir là, sur GC Jobs des posters. Par exemple, vous êtes au niveau AS2, vous voulez aller chercher le AS3, le AS4. Quand vous ouvrez le poster, vous descendez dans la section expérience. Essayez d'aller acquérir ces expériences-là dans votre niveau. Parlez-en à votre gestionnaire. Par exemple, pour le AS4, j'ai besoin d'avoir de l'expérience à écrire des rapports en lien avec un sujet X. Donc, essayez d'aller chercher cette expérience-là spécifique. Puis vous pouvez l'ajouter dans votre plan d'apprentissage, comme Liane l'a mentionné, et de cette façon, vous allez pouvoir appliquer sur les processus et pouvoir vous qualifier plus facilement. C'est super. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Merci. Parfait. Merci, Kevin et Liane. Je vois ici qu'il y a une question posée qui a plusieurs thumbs up. Donc, vous parlez régulièrement de réseautage, mais comment procéder lorsque nous sommes moins de 10 employés dans le bâtiment et qu'on a peu de liens avec les autres ministères ou même notre propre agence? Donc, très en thème avec COVID, moins de personnes dans le bâtiment. Comment ouvrir notre network si on doit faire, j'imagine, tout ça en ligne ou avec moins de personnes en personne? Aïe, 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 ça, c'est la réalité maintenant, là, l'isolement. Ça, c'est vraiment, je comprends que la réalité, particulièrement les dernières 2-3 ans, est plus complexe pour j'appelle ça les recrues de la fonction publique, là, les personnes qui entrent et qui n'ont pas nécessairement tout ce réseautage-là. Bon, il y a déjà 2 choses qui sont bien. Les personnes qui posent ces questions-là puis qui ont des thumbs up, déjà d'avoir des événements comme aujourd'hui puis de participer à des événements de réseautage comme ça, c'est déjà un départ. Ce que j'encourage à faire très souvent, c'est que dans des
dans des événements comme ça, il y a peut-être des questions qui sont soulevées ou des noms que vous voyez qui sont pertinents, qui sont intéressants pour vous, puis je vous encourage à faire un suivi. Même moi, au niveau où je suis, dans la fonction publique, ça m'arrive de faire d'envoyer un courriel pour dire à quelqu'un, j'ai entendu telle chose, j'étais là pendant ta présentation, j'ai aimé telle chose, puis j'aimerais ça m'asseoir, connaître, est-ce que tu pourrais m'orienter? Ça ne veut pas dire que moi, comme gestionnaire, je vais avoir le temps de m'asseoir avec chaque courriel, chaque personne qui va me répondre, mais je peux des fois orienter différentes personnes vers ce que je connais, moi, dans le milieu. Fait que j'encourage pour ça. L'autre chose que je dirais, c'est que si vous êtes en personne, de se promener, c'est niaiseux à dire, mais de se promener un peu dans les bâtiments. Je viens de vivre, moi, un transfert ministériel. Je ne connais personne. Je suis à Transport Canada. J'étais en emploi développement social pendant 12 ans. J'arrive ici, je ne connais personne. Donc, je me promène dans les étages. Puis, je me présente qui je suis, ce que je fais. Puis, j'y vais. C'est comme un blind date un peu. Mais je sais que j'ai derrière moi 16 ans d'années d'expérience. Mais je vous encourage à vous promener aussi dans les bureaux quand vous êtes là pour essayer de croiser du monde pour vous présenter. C'est plate à dire, je comprends que la difficulté existe, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Je ne les ai pas en là, je vais y penser, je vais les mettre dans le chat, Tanner, mais il y a certains réseaux sociaux où est-ce que quand tu embarques, des bons hashtags, là, où est-ce que tu pourrais connecter avec du monde, mais là, je vais y penser. Parfait, merci. Kevin, Liane, avez-vous autre chose à dire au sujet? Sinon, on peut passer à la prochaine question. OK, passons à la prochaine question. OK. Oh, Kevin? En fait, non, je voulais juste ajouter les réseaux sociaux, LinkedIn, les groupes non officiels, Facebook, GC Connects. Il y a une section GC Market qui appelle, donc vous pouvez afficher des emplois ou la recherche d'emplois. Puis même, moi-même, avant la pandémie, ce que je faisais, j'utilisais Geds. Disons qu'il y avait un ministère qui m'intéressait. Je recherchais dans Geds un directeur ou une personne spécifique et j'envoyais un courriel, tout simplement. Je me présentais, lettre de présentation, je recherche et de cette manière-là, vous allez comme agrandir votre réseau et cette personne-là va pouvoir partager votre CV à une autre personne. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il ne faut pas être gêné. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on vous dise non. Donc, ou qu'on ne vous réponde pas, mais au moins vous l'avez essayé. Donc, ça, c'est un de mes conseils. Ouais. Merci. J'aimerais aussi ajouter mon propre conseil. Si vous avez la possibilité de faire du bénévolat. Donc, moi, comme modérateur, je suis bénévole. J'ai entendu parler du réseau des jeunes fonctionnaires à travers d'une collègue. Et puis, elle m'a dit, hey, voudrais-tu faire du bénévolat? Puis, à travers de ça, j'ai rencontré déjà comme, je sais pas, 5 autres personnes. Puis, ces personnes-là pourraient m'orienter vers différentes personnes. Donc, faire du bénévolat, puis ça aide que le réseau des jeunes fonctionnaires, c'est tout en ligne pratiquement. Nous avons des occasions en personne. Il y avait des conférences ou d'autres choses similaires que le réseau s'attache, mais en principe, c'est vraiment en ligne parce qu'on comprend que, OK, c'est COVID, et puis non seulement ça, mais ça nous permet d'avoir du monde tout à travers du Canada. Donc, quelqu'un de Halifax pourrait faire du networking avec quelqu'un de Calgary, et puis c'est tout à travers du réseau, tout en ligne. Je vais passer à la prochaine question. Donc, ma note dans mon EGR ou entente sur la gestion du rendement affectera-t-il ou affectera-t-elle ma recherche d'emploi? Je vais répéter la question. Ma note dans mon EGR ou entente sur la gestion du rendement affectera-t-elle ma recherche d'emploi? Je pense, Liane. Oui, mais je vais inviter aussi Catherine ou Kevin à partager la réponse avec moi. Affectera-t-il ta recherche d'emploi? Ta recherche d'emploi, ça t'appartient, mais la note de
dans ton évaluation de gestion de rendement, ça appartient à toi et ton gestionnaire. Donc, vraiment, il y a seulement toi et ton gestionnaire qui voit la note, puis qui voit les commentaires. Par exemple, je m'ai déjà vu participer dans des processus de sélection à un niveau plus élevé de leadership que pour complémenter les références, il demandait pour mon rendement, mais pour les 2 dernières années. Donc, ceci dit, moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment, vraiment important d'avoir une bonne conversation de gestion de rendement avec ton gestionnaire, puis vraiment activement participer à la discussion. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi ça mange l'hiver et une entente de gestion de rendement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes ressources en ligne qu'on peut consulter pour nous aider à développer notre conversation avec notre gestionnaire. Donc, on se rencontre habituellement avec les employés, avec notre gestionnaire 2 fois, 3 fois par année pour discuter la gestion de rendement. Mais ça devrait être plus souvent que ça parce que ça vient à la performance. Il y a une partie aussi de ton application que tu peux aller mettre tes propres commentaires comme employé. Moi, j'encourage toujours mes employés à faire ça parce que je trouve que c'est là qu'ils peuvent me dire qu'est-ce qu'ils ont accompli dans l'année que moi, je n'ai pas nécessairement vu. Car les gestionnaires, on est tous très, très occupés. Puis on n'a pas le temps de tout voir les bonnes choses que les employés ont faites durant l'année. Puis quand est-ce que les employés vont mettre leur accomplissement ou les accomplissements dans leur section, dans leur entente de gestion de rendement, c'est beaucoup, ça sert comme un bon reminder, un bon rappel de tout le beau travail que les employés ont fait. Puis ça donne plus de facilité aux gestionnaires à écrire un bon PSPM, un bon entente de gestion de rendement. Le terme en anglais, je le sais par cœur. En français, j'ai toujours de la misère à le dire. Donc oui, c'est une tâche partagée, c'est sûr, mais Catherine, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire. Je sais que tu as l'expérience des 2 côtés. Je vais avouer que je porte plus attention aux références que les résultats d'un rendement, parce que très souvent, c'est dans un contexte de ce contexte-là que l'évaluation de rendement se fait. C'est sûr qu'il y a des parallèles, comme Léane l'a dit, que ça peut être applicable dans des postes ou des points de leadership, mais pour des postes habituellement opérationnels qui sont en dessous des niveaux de gestion, très souvent, moi, je me sers plus des références ou du travail accompli. Puis ce que je veux dire là-dedans, qui a plus d'importance pour moi en tant que gestionnaire, c'est souvent quand je suis capable de comparer puis d'avoir des cibles précises. Très souvent, je vais donner ça comme aussi un autre conseil pratico-pratique, on reçoit, par exemple, des CV où est-ce que ça dit « j'ai fait telle chose ». Puis là, c'est une liste là, de responsabilités, puis c'est une liste d'expériences, puis c'est une liste d'affaires. Sauf qu'en relativité, imaginez-vous qu'il y a un autre 100 personnes qui m'écrivent la même liste. La même liste à peu près de choses qui ont été accomplies puis qui ont été faites. Puis très souvent, ce qui va ressortir pour moi, qui va m'aider, en fait, c'est de voir par rapport à cette liste de choses, de responsabilités-là ou de tâches qui ont été accomplies, mais il y a telle cible qui a été réussie et la cible a mené à quoi? Donc, c'est de pousser cette réflexion-là dans votre vente, si on veut. Ça a plus d'influence pour moi qu'une cote de rendement. Donc, je vais donner un exemple concret. Vous avez animé des ateliers. C'est écrit, moi, j'ai participé à l'organisation d'un événement. Donc, voici les tâches que j'ai faites. J'ai planifié l'avant, l'après, les sondages et tout ça. Parfait, c'est ce qu'on s'attend à ce que quelqu'un ait. Mais ce qu'on peut mentionner, c'est qu'il y a eu tel nombre de personnes qui en est ressorti et de ces personnes-là, voici ce qui en est découlé. Le suivi, le rapport a été envoyé à telle place. Donc, faire un bilan complet, si on veut, de l'historique, si on veut, de la tâche, c'est beaucoup plus pertinent de recevoir ça comme gestionnaire que d'avoir une liste d'expériences avec une liste de tâches. Parfait, merci. On va passer il y a 2 questions populaires posées par le public. Je vais commencer par la question de Lise. Donc, quelle recommandation spécifique avez-vous pour un nouvel employé senior
c'est-à-dire un employé qui arrive dans la fonction publique après une carrière dans le privé ou autre. Donc, quelle recommandation avez-vous pour un employé senior qui vient euh, du privé ou d'autre part? Ben, je vais commencer avec ça. Moi, je trouve que souvent, c'est complexe cette question-là parce que quelqu'un qui rentre dans la fonction publique et qui arrive avec pas beaucoup d'expérience, mais qui a beaucoup d'expérience communautaire ou beaucoup d'expérience étudiante, beaucoup d'expérience, c'est une chose qui est une valeur ajoutée à la fonction publique. Le transfert de connaissances dans un secteur différent, comme le secteur privé ou le secteur communautaire, qui arrive après une quinzaine d'années, une dizaine d'années, ou même 5 années dans un autre milieu et transfert à la fonction publique, ça apporte aussi toute autre valeur ajoutée dans l'organisation. Les deux ont leur avantage. Ce qui est complexe très souvent pour quelqu'un qui transfère d'un secteur à un autre, dans le fond, c'est que peut-être le niveau de responsabilité puis l'éventail des responsabilités est différent. Fait que souvent, ça fait un choc culturel peut-être ou un choc complexe. Pour ces employés-là qui transfèrent d'un secteur à l'autre avec plusieurs années d'expérience, il y a certains conseils, comme le premier, c'est de vraiment s'attarder à comprendre avec le gestionnaire, s'asseoir avec l'équipe. Le gestionnaire, c'est la culture organisationnelle, la culture de l'organisation, parce que ça peut aider à comprendre un peu comment les gens pensent, parce que des fois, la terminologie n'est même pas la même. Ça, c'est déjà une chose. Pour un point de vue visibilité, il y a toujours une question qui se demande est-ce qu'on peut faire une rotation où un employé peut suivre un gestionnaire à différentes rencontres? Moi, c'est quelque chose comme par exemple que j'offre à mes employés à chaque intervalle où j'ai mes bilatérales avec ma gestion exécutive, j'ai un employé qui me suit, mais c'est la rotation. Donc, c'est toujours un autre employé à chaque fois. Donc, c'est l'opportunité des employés de voir ce dialogue-là, mais aussi de poser des questions après pour ces formateurs pour eux. Donc, d'accompagner un gestionnaire ou d'accompagner quelqu'un dans des rencontres, c'est quelque chose de très pertinent. Puis aussi, quelqu'un qui vient de l'externe, c'est aussi de vendre, de vraiment démontrer puis de vendre ce que vous apportez aussi de la valeur ajoutée. Très souvent, on oublie de cette facette-là. C'est comme moi, je m'immisce ou je m'immerse dans la fonction publique. Puis là, le choc culturel, il est juste à cette personne-là ou à ces personnes-là de l'absorber. Mais il y a aussi toute une question où l'équipe doit aussi avoir le temps d'apprécier tout ce bagage d'expérience qui rentre aussi dans la formation, puis comment ça peut enrichir aussi le reste de l'équipe. Donc, je proposerais que cette personne-là peut-être puisse faire une présentation de ce qu'elle a déjà accompli, puis je le fais même avec les personnes qui rentrent, qui commencent dans les postes, pour que tout le monde comprenne un peu la manière que cette discipline-là, que cette expertise-là puisse vraiment augmenter, dans le fond, la capacité de l'équipe. Parfait, merci. Kevin et Liane, avez-vous d'autres commentaires à ce sujet? Sinon, on peut passer à une autre question. J'ai une autre question par Émilie qui attend une réponse. Je voulais juste dire félicitations à cette personne-là pour avoir entré dans la fonction publique. Oui, bienvenue. Bienvenue, Lise. Donc, j'ai une question d'Émilie et c'est vraiment porté à Catherine. Donc, je suis intéressée à apprendre davantage sur comment tu as créé tes positions ou tes postes que tu as mentionnés. Pourriez-vous en dire plus? Je ne peux pas parler tout le temps qui reste, mais je vais mentionner quelques objectifs, quelque chose que j'ai fait. Certains postes que j'ai faits, j'ai regardé les besoins opérationnels de l'organisation. Fait que ça prend quelqu'un qui comprend l'organisation si tu veux rester au sein de l'organisation, comme créer un poste de cette manière-là en améliorant, si on veut, l'impact qu'une organisation peut avoir, c'est de prendre le temps de regarder le plan d'affaires ou le plan stratégique dans le bureau dans lequel tu es, puis de pouvoir être capable d'imaginer, OK, ces positions-là sont des lacunes présentement, et moi, voici ce que je propose pour pouvoir arriver avec ces lacunes-là. Donc, moi, j'ai eu certains postes que j'ai créés en fonction de j'ai vu qu'il y avait des lacunes dans comment on était capable de livrer ou pas un certain livrable. Donc, j'ai proposé la création de postes pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, ça, j'ai créé ça avec mon gestionnaire en créant
moi, je suis toujours one-pager plan d'affaires. Ce que en gros, c'est voici le contexte, voici l'objectif qu'on essaie d'atteindre, voici ce qui est le résultat présent, c'est le contexte actuel. Donc, l'écart, si on veut, avec la vision puis avec ce qu'on a comme résultat. Et voici une suggestion, une recommandation, comment est-ce qu'on pourrait l'avoir. En créant ce poste-là, voici ce que vous allez avoir en retour. Donc, ça, c'est une façon de se créer son poste et c'est aussi une façon d'aller chercher des fois des formations, donc des formations qui pourraient être utiles pour l'organisation. C'est comme un espèce de mini-contrat que tu peux faire avec un gestionnaire, dire d'ici 1 an ou 2, voici ce qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est concret et c'est actuel. Une autre chose qui m'est déjà arrivée, c'est, point de vue créer mes propres postes, c'est quand je disais qu'on fait partie des comités de sélection ou on fait partie de comités de reconnaissance, c'est de voir, oh, il y a quelque chose qui se passe là. Puis il y a les gens, quand ils parlaient dans ce comité de sélection-là, ils parlaient qu'il y avait beaucoup de difficultés dans ce genre d'expertise-là. Donc, moi, je sautais sur ces opportunités-là pour essayer, avec ma curiosité, de tâter le terrain puis de poser des questions aux gens qui sont impliqués dans ce programme-là pour comprendre pourquoi c'est difficile, puis d'après ça, proposer comme... Des fois, c'est une question d'effectifs, des fois, c'est une question de ressources. Puis dernièrement, ce que je veux juste dire sur cette question-là, c'est des fois, il y a des différents ministères qui ont des prix ou des processus d'innovation, tu sais, comme des fonds d'innovation, des fonds comme ça. Donc, par exemple, Emploi Développement Social, il y a un fonds d'innovation qui existe, puis il y a un appel de proposition à chaque année qui est lancé au niveau de tous les employés. C'est une opportunité pour un employé de mettre sa proposition à l'intérieur là, de cet appel-là. Fait que j'encourage je ne sais pas si c'est possible, si ça existe dans tous les ministères, mais certains ministères l'ont. Fait que peut-être demander à l'interne, faire cette recherche-là, parce que c'est une façon aussi d'officialiser, si on veut. Puis si vous avez le support de la haute gestion et les financements pour pouvoir faire ça, mais ça vous permet de pouvoir atteindre cet objectif-là. Parfait, merci. Malheureusement, je pense qu'il va nous manquer un peu de temps pour faire autre question. Je vais juste vérifier l'agenda ici. Oui, c'est ça. Je m'excuse, mais on ne pourra plus répondre aux questions. Cette session va terminer en 3 minutes. Mais nous avons une autre question de sondage avant de compléter. Donc, cette session était-elle un bon usage de votre temps? Oui, non ou je ne sais pas. À vous le choix. Je comprends que la session est pas mal terminée, mais si vous avez des questions que vous voulez nous adresser personnellement, n'hésitez pas à nous écrire à Catherine, Liane ou moi, puis on peut essayer de trouver le temps pour vous répondre par un appel ou par email aussi. Ça pourrait fonctionner. Oui, c'est ça. J'aimerais rappeler tout le monde que les liens pour les profils LinkedIn de Kevin, Liane et Catherine ont été partagés dans le chat. Est-ce que c'est la meilleure façon de vous rendre? Je veux juste mentionner, j'écris dans le chat présentement. Nous, on a 2 postes d'entrée qui sont disponibles en PM2 puis en EC4. J'ai écrit dans le chat la façon de nous rejoindre au bureau des politiques. Oui, c'est mieux par LinkedIn et c'est mieux par l'adresse générique que je vais écrire. Je ne vous mens pas, j'ai à peu près 500 courriels par jour, donc envoyer directement un courriel à moi, c'est complexe. Et ça peut prendre du temps. Mais je vais écrire l'adresse générique dans le chat, puis je l'avais donné aussi à l'organisation Young Professionals pour pouvoir nous rejoindre. Fait que le PM2, c'est dans conception, en design graphique et soutien technique pour nos événements. Puis le EC4, c'est en recherche des politiques, recherche de terrain, analyse de données qualitatives. Parfait, merci. Donc, pour conclure, j'aimerais remercier tout le monde de nous avoir joints aujourd'hui. Ceci conclut les sessions du premier jour du camp de carrière. Ne manquez pas à nous rejoindre jeudi à 10h30, temps Eastern ou de l'Est, pour une autre journée passionnante de camp de carrière. Il y aura également une occasion de réseauter avec autres employés dans la fonction publique
sur WonderMe de 16h à 17h. Les liens vers toutes ces sessions ainsi que pour l'événement de réseautage sont trouvés sur VExpo. Les ressources qui ont été présentées durant la session sont maintenant disponibles sur la page de wiki du réseau des jeunes fonctionnaires. Et puis aussi, l'enregistrement de cette session sera disponible aussi sur YouTube. Donc, si vous avez des questions similaires aux questions qui ont été posées, vous voulez réentendre les réponses ou si vous voulez partager la session à d'autres mondes, utilisez le lien YouTube. Je pense que c'est tout. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos panélistes et puis salut. Au revoir. Merci. Bonne chance. Bye. Passez une bonne semaine. Bye.